le grand-père Marcel, Ouais. vient vous chercher par le col. Et une semaine plus tard, vous êtes apprenti pâtissier chez les Compagnons du Devoir, ce qui sera pour vous une école formidable. Alors Thierry, avant de commencer, soyons clairs, vous êtes le chef chauve de Top Chef sur M6, à ne pas confondre avec Frédéric Anton, le chef chauve de Master Chef sur TF1. Mais alors chauve, c'est pour que les cheveux tombent pas dans la soupe, c'est quoi? Non, Non. ça a été une de mes particularités très tôt, hélas. L'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Vent. Thierry Marx, rebonsoir. Vous êtes l'un des grands noms de la cuisine française actuelle, adulé par des millions de gens qui ne goûteront pourtant jamais votre cuisine. Si c'est un peu comme si on adorait un musicien sans avoir entendu sa musique finalement. Oui, je reçois beaucoup pourtant, mais c'est Ouais. vrai que c'est compliqué. Il vous aime sans vous goûter. J'ai toujours cru que j'avais une sale gueule, mais finalement j'ai peut-être une bonne gueule. Ah, vous avez une très bonne gueule, je vous rassure tout de suite. Oui, oui. Alors, vous n'aimez pas le terme de gastronomie. Vous avez déclaré « Ce mot me dégoûte. Je vois un gros gastéropode baveux qui se traîne. » Je trouve pas que le mot Non. convenait bien. Art culinaire est bien plus joli, bien plus glamour. Alors, vous n'aimez pas non plus qu'on vous parle de cuisine moléculaire. Vous avez déclaré « C'est un mot qui résonne comme nucléaire. » C'est vrai, et en même temps c'est un pléonasme. La cuisine est moléculaire Bah oui. de fait, un sachet de thé, de l'eau, c'est des molécules entre elles. Ouais. Et en même temps, c'était une porte d'observation de la cuisine que j'ai pris pour essayer de m'instruire un peu plus et de transformer les produits autrement que ce qui était fait par mes Est-ce qu'on peut dire que vous confrères. faites de la cuisine high-tech? C'est pas faux, c'est vrai. C'est pas faux, On hein. est dans la modernité. Ouais. Ah, vous avez un laboratoire, le Food Lab, alors avec un enseignant-chercheur qui s'appelle Raphaël Aumont. Ouais. Vous utilisez les thermoplongeurs, les centrifugeuses, la cryo-extraction, les ultrasons, les hautes pressions. Ouais. Quand on parlait souvent de cuisine moléculaire, on dit attention, ils utilisent des produits, on ne connaît pas bien Ça fait le sens chimique de un tout peu. ça, ça faisait un peu chimique. Or que pas du tout, au contraire, on essaie de mieux comprendre l'ingrédient pour le transformer un petit peu différemment. Ouais. Sinon, on continue à couper comme on coupait au XVIIIe En siècle. gros, t'es un psychologue, mais pour les tomates. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, faut essayer. Alors, vous travaillez sur l'encapsulage des saveurs au cœur d'une membrane d'eau minérale, sur le désucrage des desserts, sur la lyophilisation des alcools. La lyophilisation des alcools, par exemple, ça vous permet de rajouter un très très bon goût naturel de rhum Ouais. dans un biscuit sans avoir ajouté de sucre ou quelque chose. Donc c'est toujours un apport pour le plaisir. Alors, vous avez publié il y a quelque temps chez Flammarion avec Aumont le répertoire de la cuisine innovante, qui parle de tout ça. Et autre écrit, vous signez la préface de L'entrepreneur et l'indigné chez Ellipse. Vous dites « Toute ma vie, j'ai refusé la résignation et l'aveu d'impuissance qui se dessinent en filigrane derrière l'indignation. » Oui, c'est vrai. Je crois qu'à un moment donné, il faut s'indigner, mais à un moment donné, il faut réagir et passer à l'action. C'est ce que vous avez fait. On passe à l'interview portrait. Alors, Thierry Marx, bonsoir. Vous êtes né le 19 septembre 1962 à Ménilmontant, dans le 20e arrondissement, issu d'une famille juive immigrée d'Europe de l'Est. Votre grand-père, Marcel, était né à Varsovie, militant communiste, résistant de choc. C'est lui qui vous élève avec votre grand-mère Francine, car vos parents sont trop pauvres pour vous loger. Pourtant, c'est plutôt de bons souvenirs. C'est plutôt de Ouais. bons souvenirs. Alors, c'est Marcel, votre grand-père, qui vous dit « Si tu veux être un homme libre, tu dois savoir. Oui, mon grand-père disait toujours regarde les riches, ils ont le savoir, donc ils ont le pouvoir. » Ouais. Ouais. Donc il y avait de cesse tous les matins de me dire à l'école, il faut Ouais. que tu apprennes, etc. Et pour autant, ça rentrait pas. Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'école, vous êtes placé d'office au fond de la classe avec ceux de la cité du 140 rue de Ménilmontant. Ouais, c'est vrai. Ça arrange pas les choses, quoi. Alors ça, c'était toujours l'étiquetage. Il n'y a que nous qui ne pouvions pas réussir Ouais. et qui irait forcément vers le monde du travail, plutôt l'ouvrier, enfin le type qu'on montre un peu du doigt, quoi. Alors, ce qui vous plaît, en fait, à l'époque, c'est accompagner votre grand-père Marcel sur les marchés le dimanche. Lui, il vend l'UMA dimanche, et vous, pif le chien. Ce qui était intéressant dans ce parti communiste de cette époque, c'était une vraie fraternité d'hommes. Ouais. Par contre, dans la cité,
c'était quand même des types qui étaient capables de descendre pour dire, attendez, la police, c'est nous qui allons la faire. Les voyous d'à côté de vous, cassez, vous faites pas chier. Et ils organisaient un certain nombre de trucs au niveau du sport. Enfin, c'était un parti communiste près du monde ouvrier. Et c'était encore le militantisme dans les bistrots. Hein. C'était le type qui allait prêcher la bonne parole dans les bistrots. Alors, il y avait votre grand-père, puis il y avait aussi votre grand-oncle. Alors, lui, il était très marrant parce qu'il avait un chien et il accrochait ses médailles de guerre au collier du chien. Oui, il était anarchiste. Ouais, c'est un nanar, ouais. C'était une famille étonnante, pleine de relief, quoi, qui était toujours prêt à en découdre et en même temps avec beaucoup de discrétion. C'est une famille très discrète au 140. Il y a une vie de quartier, ce qui n'existe plus maintenant aussi, à Ménilmuche. Il n'y a pas un type qui pouvait mourir au 140 sans qu'il y ait une quête. Ouais. Une petite quête, on mettait un catafalque, tout le monde filait 100 balles. C'était un truc, c'était fort. Alors, de cette époque date votre passion jamais oubliée pour les arts martiaux et le Japon, en allant voir un film, en fait. Ah, c'est une connerie. Je rentre au cinéma des Tourelles, Porte des Lilas, et je pense voir un film de Bruce Lee. Ouais. Et c'était le film de Uegaki, la trilogie samouraï, l'histoire de Miyamoto Musashi, un film de 3 heures. C'est un film initiatique où un sale type finalement, qui était une espèce de type bagarreur, va être éduqué par un moine et va devenir le plus grand sabreur japonais, Miyamoto Musashi, avec une ligne de conduite incroyable. Et le Japon ne nous a jamais quittés. Aujourd'hui, vous êtes ceinture noire de judo, vous avez passé du temps au Japon. Ce que j'aime au Japon, surtout, c'est ce côté où il n'y a pas de conflit entre la tradition et l'innovation, et ce sens civique des Japonais. Alors, vous avez 13 ans, quand la demande qui a été faite de logement social par la famille est acceptée, vous déménagez à Champigny, dans le Val-de-Marne. Alors là, vous dites une adolescence dans des cages d'escalier, des terrains vagues. Je viens du quart-monde, vous dites. Ah, c'est la fracture parce qu'on se retrouve dans une cité, ce qu'on appelle les bars, dans les bars, comme ça, les bars de logement, et pas de rapport au travail. Autant à Ménilmontant, on avait un rapport au travail avec l'artisanat, les petits boulots, monter, démonter le marché, gagner 4 sous, là, rien. Il y a un énorme hypermarché, qui est un peu la caverne d'Ali Baba pour aller faucher 3-4 conneries, mais rien. Et on passe notre temps à défier la cité des Bois-l'Abbé par rapport à la cité des Boulereaux, enfin, la castagne, quoi. Alors, évidemment, quand vous dites que vous voulez faire l'école hôtelière, le conseiller d'orientation vous dit « Pour toi, ça sera CAP mécanique générale ». Il y a une phrase qui m'a traîné dans la tête comme ça pendant des années, c'est pas pour des gens comme vous. Et j'arrêtais pas de dire, mes parents, ils bossent comme des fous. Mon père a fait la guerre, mon grand-père aussi. Il y a une espèce de... Les gens avaient défendu cette République française, et cette dame me dit, c'est pas pour des gens comme... Et je me disais, mais c'est quoi des gens comme moi? Là, vous quittez la maison et vous mettez un petit peu à faire des conneries. Vous terminerez en garde à vue. Oui, bah, les conneries de ce quartier-là, c'était la castagne, quoi. C'était les mauvais coups. Heureusement, le grand-père Marcel vient vous chercher par le col. Et une semaine plus tard, vous êtes apprenti pâtissier chez les Compagnons du Devoir, ce qui sera pour vous une école formidable. C'est des gens qui ont des valeurs inaltérables de fraternité. Et puis, je me souviens de la première parole de ce qu'on appelle un premier en ville chez les Compagnons. Il m'a dit, tu sais, on est la noblesse de l'ouvrier. Et tout de suite, ça a fait écho dans ma tête. Il disait toujours, on doit être dans la vérité. Donc on se raconte pas de conneries ici. Et puis finalement, ces gens m'ont remis un cadre éducationnel à ma vie professionnelle. Alors 3 ans plus tard, vous décrochez votre CAP de pâtissier, mais vous vous engagez dans l'armée comme parachutiste, dans l'infanterie de marine, et vous vous retrouvez casque bleu au Liban, et vous finirez dans les phalangistes du camp chrétien avec le général Aoun. Vous avez été phalangiste. On a soutenu une cause chrétienne, oui, il semblait que c'était... C'est pas un reproche, hein, mais... Ouais, vous avez 19 ans, quoi. Donc, vous êtes prêt à suivre n'importe quelle aventure. Surtout que c'est le charisme des autres, des fois, qui vous impressionne et vous croyez des combats justes. Et finalement, sur le terrain, je crois qu'il y a peut-être des guerres justes, mais il n'y a pas de guerre propre. Alors, ce que vous découvrez à Beyrouth, c'est que malgré la guerre, il y a des trêves durant lesquelles les factions viennent s'approvisionner en falafel. Et vous découvrez qu'en fait, nourrir les gens, c'est œcuménique. C'est l'échange, la confiance qui naît chez l'autre quand vous le nourrissez. Il y a un instant de paix, là, vous acceptez que quelqu'un nourrisse votre intimité. Moi, je me souviens toujours de ce moment où tout le monde se guettait, le quartier était pourri, et il y a un type qui faisait des falafels et du pain cuit sur une plaque de métal. C'est forcément pas le meilleur falafel que j'ai mangé de ma vie. Mais toucher le pain chaud, la sauce blanche, le falafel écrasé dedans avec un peu d'oignon, waouh! Et ça aussi, c'est resté plus tard. Je l'ai décodé plus tard, parce que ce que je raconte là facilement à 50 ans, j'ai mis un certain nombre d'années à le décoder.
Alors, au retour du Liban, vous êtes, dites-vous, en morceaux. Et là, vous vous reconstruisez autour de la cuisine. Vous voyagez d'abord beaucoup. Ensuite, vous commencez en province jusqu'au Mandarin oriental à Paris. Dernière question, Thierry Marx. Vous êtes plutôt tendance Karl ou Groucho? J'ai beaucoup de mal à répondre. Il y a, par boutade, je dirais, Groucho, bien sûr. Ouais. Mais pour moi, Marx a quand même été un clinicien du capitalisme important. Alors j'ai envie de dire les deux, mon capitaine. Ah ben, très bien. Alors, on constate actuellement un extraordinaire engouement pour la cuisine, des émissions, des magazines, des livres, des sites. Et aujourd'hui, la corvée de bouffe est devenue l'art culinaire et la gastronomie française est classée au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Voilà. Alors pourquoi? Pourquoi? Mais je trouve que par rapport à l'édito de Blacko, ce qui a changé, c'est pas tant que la cuisine n'est plus une corvée, parce qu'à mon avis, la cuisine, quand on a 3 enfants, qu'on rentre du boulot à pas d'heure, la cuisine, c'est une corvée et ça restera toujours une corvée quand on n'a pas le temps. Ce qui a changé, c'est que la cuisine n'est plus ringarde et que le chef n'est plus ringard. À mon avis, c'est ça qui, en 10 ans, une petite dizaine d'années, a changé. À la faveur de mouvements qui ont décidé à un moment de déringardiser le chef, de le faire sortir de sa cuisine. On quitte les marmites en cuivre, on quitte le col bleu, blanc, rouge. Le chef, il n'est pas forcément ce personnage bedonnant, confiné à faire des fonds de sauce. Il devient un personnage assez cool, qui est reçu sexy, en première partie de Salut les Terriens. Oui. Tout le monde chante ses louanges. Un gamin de 15 ans aujourd'hui, il peut rêver d'être chef. C'est vrai qu'avant, on ne voulait pas être Maïté. On ne voulait pas être Maïté. Non, on a voulu... Mais c'est venu d'Angleterre, c'est venu des pays anglo-saxons. On a voulu être un peu Jamie Oliver. Et Jamie Oliver, on en a eu en France depuis une dizaine d'années, les équivalents. C'est une figure, tout à coup, qui devient assez désirable, quoi. C'est un peu une nouvelle idole, quoi, le chef. Mais vous êtes appelé des fois à l'étranger pour faire des plats, non? Un peu comme David Guetta, quoi. Oui, des promotions, ce qu'on appelle des promotions. C'est vrai que ça arrive, mais attention, c'est que le débat, il est plus franco-français maintenant. Il est planétaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en concurrence avec des chefs espagnols, des chefs italiens, des chefs japonais, qui eux aussi sont étoilés. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, le débat, il est plus franco-français. François, c'est vrai qu'il y a un boom de la cuisine absolument incroyable, quoi. Oui, mais enfin, moi, je me rends pas très bien compte, parce que j'ai toujours adoré faire la cuisine. J'ai toujours adoré, évidemment, très bien manger. Corvée pour vous. Et moi, c'est... Alors, les riz de veau, oui, c'est une corvée à faire. Pourquoi? C'est du boulot. Il y a un travail qui est très long en amont avant de les faire. Et donc, c'est vrai qu'il y a plein de choses. Moi, j'aime beaucoup la cuisine chinoise. C'est très long, c'est fastidieux. Ça peut être une journée de travail pour faire un canard laqué, par exemple. Voilà. Et moi, j'adore faire ça. Ma mère m'a initié à la cuisine très tôt. Mais c'est dû à quoi? À la nostalgie d'une époque où on mangeait bien? Est-ce qu'il y a une volonté de transmission? Parce que c'est vrai que les parents 68 arts n'ont pas tellement communiqué la cuisine. On se retrouve avec des générations de filles aujourd'hui qui ne savent pas faire la cuisine. En fait, la société change, se modifie, la cuisine suit derrière. C'est la cuisine loisir. On recuisine ensemble, on recuisine en famille, on recuisine... D'ailleurs, il y a un grand succès qui s'appelle la fête des voisins. Et finalement, c'est plus la fête de la cuisine que la fête des voisins. On partage un paquet de pâtes, on se regroupe. Et en même temps, on a eu un 20e siècle, une fin de 20e siècle tellement numérisé, tellement chacun pour soi, tellement dans « je ne m'occupe pas de l'autre ». Eh bien, on a besoin, je crois on est au bout de ces années de peur, on a envie de partage, de gastronomie et de partage. Et il n'y a pas de cuisine illégitime. Donc, aujourd'hui, les publics se retrouvent dans toutes les cuisines. Mais c'est vraiment pour moi aujourd'hui l'avènement de la cuisine loisir, ce qui a été le cas aux États-Unis et en Angleterre, où il y a bien plus d'émissions qu'en France. C'est mondial, même en Chine, là-bas, Top Chef s'appelle 30 millions d'amis. Moi, ce que je constate, et ça c'est étonnant dans ces émissions de cuisine, eh bien, à chaque fois, les gens vont s'acheter ce qu'on a évoqué, par exemple, dans une émission, la dernière mandoline à la mode ou le dernier petit couteau à la mode, eh bien, ils vont aller chez le même fournisseur que vous pour s'équiper. C'est vraiment de la cuisine loisir. C'est devenu un peu une obsession, quand même, depuis 10 ans. Oui, mais en même temps, c'est finalement peu cher et rassurant. On a une société qui a traversé 40 années où on a eu peur de tout, de perdre son boulot, d'avoir du boulot, de ne pas pouvoir le conserver, etc., etc. On a vécu dans la peur. Et aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose qui rassure, qui rassemble, c'est la cuisine. Bon, regardez cette cuisine de rue qui s'émancipe aussi maintenant. On voit ces jeunes chefs, notamment à Londres, qui n'ont pas les moyens de se sédentariser dans un lieu en particulier, qui ouvrent un corner et qui commencent comme ça leur carrière de cuisine. Je crois qu'il y a aujourd'hui un public pour la cuisine, parce que la cuisine, c'est rassurant. Les gens ont peur de manquer, peut-être, c'est ça l'explication, non? Je crois qu'ils ont envie de se rapprocher, surtout. Moi, je vois, il y a un truc qui me frappe toujours, dans les cours de cuisine que vous donnez à des adultes, cette capacité, les gens ont à communiquer quand ils font la cuisine ensemble.
Alors, on a tous 2000 amis sur Facebook, mais on ne sait pas avec qui prendre un café le matin. Et c'est un vrai problème. Et quand vous faites un cours de cuisine où il y a des adultes qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais vus, finalement, ils finissent par communiquer à un tel point que les gens s'initient, le client s'initie tellement à la cuisine, bien souvent, il vous dit, mais vous n'allez pas m'épater avec une seule manière. J'ai pris 15 cours de cuisine chez des chefs, je sais faire, alors maintenant, trouvez-moi autre chose. Vous voyez que la cuisine a poussé, on était revenu à des petites cuisines et la grande salle à manger. Maintenant, la salle à manger a muté, elle est au salon, et la cuisine est rentrée dans la salle à manger. Est-ce qu'il n'y a pas maintenant un repli, finalement, un repli identitaire, parce que le monde est difficile. Bien sûr. Les Français ne sont pas les mieux armés sur le plan mondial. Alors, il y a une inquiétude pour l'avenir. Ils se réfugient dans la cuisine, oui. C'est un refuge en même temps, et c'est hyper valorisant. C'est-à-dire qu'effectivement, savoir bien cuisiner aujourd'hui, c'est devenu une vraie valeur ajoutée pour quiconque. Puis c'est assez accessible et assez facile. Je fais des pâtes au fromage, ça te dit? Ça dépend quel fromage. C'est des pâtes au. C'est du gruyère que j'achète à Monoprix, non, moi. Ça va pas. D'accord, non, ok. faut trouver autre chose. Un fromage un peu J'ai une cuisine de 5 mètres affiné. carrés, on peut faire un Non, truc ça va pas. Tu fais la cuisine, toi? Enfin, la cuisine arménienne, c'est pas... Oui. Tu connais la cuisine arménienne? Ah, c'est la Vous connaissez cuisine pas? turque, c'est la cuisine turque. Non, dis pas ça, ma grand-mère va te... Je me dis, le bastolma, tu connais pas le bastolma? Non. C'est un saucisson assez fort, faut pas trop en manger, sinon tu deviens aveugle, mais c'est vraiment bon. Le soudjour, le belek, vous connaissez pas ça? Je sais pas vrai. Je te jure! Je suis sûr. Non, promis. Le soudjour et le boulek. Non, c'est le belek. Boulek, ça veut dire enfoiré. Mais belek, le belek, c'est délicieux. Le riz pilaf, tu connais? Ah, le riz pilaf, pour toi, c'est arménien? Le riz pilaf, c'est arménien. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Il y a aussi, qu'est-ce qui est arménien? Les sushis, c'est arménien. Le souciant. Le steak tartare, c'est arménien. Tout est arménien, tout est arménien. On a tout, nous. Donc tu fais pas la cuisine, tu sais pas faire la cuisine. Non, je suis pas très bon en cuisine. Mais Thierry, je crois pas qu'il y ait de repli identitaire. Je crois Ah qu'au bon contraire, la cuisine, si c'est bien une chose qu'elle a, si elle a bien une force, c'est d'être ouverte à tous les vents. Il n'y a pas d'identité en cuisine, il y a des terroirs, mais enfin, elle est ouverte à tous les mondes, quoi. Ouais. Sinon, il n'y aurait pas eu de tomates en France, il n'y aurait pas de C'est pizza, pas il n'y que aurait pas les de gens, kebab, il n'y aurait pas de... plutôt qu'exporter, ils préfèrent faire de la cuisine, c'est plus facile quand même, non? Oui, mais c'est pas un repli identitaire, c'est Mais on se vend bien rassurant. sur le marché ouais. international. Je veux dire que la cuisine française et l'hôtellerie française se vendent bien sur le marché Ouais. international. Aujourd'hui, c'est quand même des devises qui rentrent grâce à la gastronomie Ouais. en général, quoi, je veux dire. Mais il y a même des cours de cuisine. La dernière fois, j'étais au printemps. Tu as des rayons de fringues et dans un endroit, tu as des gens qui apprennent à faire la cuisine, Oui. volontairement. Ouais. Mais je pense qu'il y a un cours de cuisine qui se monte par jour. Non, mais je veux dire, ils payent pour faire des pâtes. Volontairement. Ils sont bizarres, vos copains. Là, c'est la question. Oui. Dans 2 jours, c'est le réveillon. Qu'est-ce qu'on a échappé à la fin du monde? Dans 2 jours, Moi, c'est je le vais, réveillon. je vais chez les Qu'est-ce grands-mères. que tu vas manger alors? Moi, chaque année, je vais voir mes grands-parents parce que je pense que, tu sais, pour le testament, tout ça. Et on ne sait jamais, c'est peut-être la dernière année. J'arrive avec mon testament, un crayon et une gomme. Et non, on fait des gros repas arméniens, quoi. Du boulek? Du boulek, des sushis. Non, on mange bien chez nous, non, sans déconner, ouais c'est bien. Ouais. Donc là, tu vas manger quoi pour le réveillon? Chez moi, mon père est arménien et ma mère est normale. Alors, du côté arménien, ça sera bouffe arménienne et du côté, c'est provençal, donc ça sera du homard, des trucs comme ça, des trucs sympas. Qu'est-ce que tu vas manger, toi, pour le réveillon? Surtout pas de dinde, parce que j'ai Ouais. horreur de ça. Et surtout pas de bûche, parce que j'ai horreur de ça. Ouais. Donc ce sera certainement Des huîtres. Voilà. Ouais. Des huîtres et Du foie gras? et du foie gras. Ouais. Ah ouais, Et puis du poulet. Classique. Et puis du poulet. poulet, les huîtres et du poivre, réveillon. Alors, Elvira, qu'est-ce que vous allez faire pour le réveillon? Classique, hein, c'est pas très rigolo. Ouais, Chapon, ouais. boudin blanc truffé, pas mal, non? Des huîtres, saumon fumé. Ah, dis donc, mais je mange. huîtres, saumon fumé, foie gras. Oui, mais on commence à C'est 18h30. beaucoup. Ah oui, d'accord, oui. Ma mère va faire une espèce de tourte aux pommes avec de la pâte feuilletée, des épices. C'est très franco-français quand même. Hein. Ouais, la tarte aux pommes, elle est un peu anglaise sur les bords. Voilà. Et Thierry, vous allez manger quoi, vous, pour le réveillon? Simple. Je suis un peu comme ça aussi, des huîtres. On a un peu de poisson cru en entrée. Et en plat, on fait un classique de la cuisine française, pourtant c'est un nom anglais, c'est le filet de bœuf Wellington. C'était un plat d'Auguste Escoffier en 1907 au Savoy. C'est un filet de bœuf juste rôti, comme ça. Vous le passez avec un beurre et une duxelle de champignons, une petite purée de champignons, et vous le roulez dans une pâte feuilletée. C'est complètement rétro, ça. Ouais. Complètement. Ouais. Ah oui, Ouais, ça c'est complètement. bon ça. Tu fais rassurant. les pâtes au fromage? On fait les pâtes au fromage. C'est quoi le meilleur truc que vous ayez jamais mangé de votre vie? Il y a un produit qui me laisse toujours un très grand souvenir parce qu'il est bourré de paradoxes, c'est le fugu japonais. Parce que ça n'a pas de goût, mais c'est la texture qui est étonnante en bouche. Et ça, c'est quelque chose que j'ai C'est un jamais... poisson qui peut vous tuer si vous Oui, le- mais bon, il y a... C'est un poisson très dangereux. Oui, oui. Ah bon? S'il n'est pas tué lui-même de la Oui, bonne oui, façon, bien sûr, il est assassin. Bon, c'est un poisson qui a des viscères dans lequel est contenu un poison mortel
qui attaque le système nerveux. Mais bon, il y a une formation, les gens qui vous préparent ça. Mais c'est très très bon. C'est pas très bon d'ailleurs, c'est surtout la texture qui m'a. Tandis que les pâtes au fromage, c'est moins dangereux. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.